Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Quo Vadis, podcast dans lequel nous allons montrer que la recherche des origines est le but essentiel des actions successives de l'être humain depuis son apparition sur Terre. Docteur René Bocobza, vous êtes radiologue, auteur du livre Quo Vadis, où vas-tu humanité ? Et vous allez nous préciser aujourd'hui comment l'humanité doit être considérée par rapport au problème des origines. Bonjour Docteur Bocobza. Bonjour Erwan. Nous arrivons donc à la fin de cette série de podcasts, et tout au long de ces 5 premiers épisodes, vous nous avez expliqué comment l'univers avait évolué depuis le Big Bang pour aboutir au cerveau humain, le seul organe capable de remonter aux origines. Alors dans cette perspective, comment doit-on envisager l'humanité ? L'humanité doit être considérée comme la suite naturelle des étapes antérieures de l'univers. Juste après le Big Bang, il y a une phase particulière, puis commença une très longue ère d'apparition des corps célestes, des étoiles, des galaxies, des planètes. Puis il y a 3,8 milliards d'années, apparition de la vie sur Terre. Et enfin, il y a 300 000 ans, naissance de l'humanité moderne sur Terre. Toutes ces époques sont emboîtées les unes dans les autres, et chacune a préparé la suivante sans aucune interruption. La dernière étape doit être considérée comme un nouveau paradigme, avec l'être humain comme unité élémentaire, tout comme le quark est l'unité du monde matériel, et la cellule l'unité du monde vivant. Cette étape était indispensable pour refermer la boucle cognitive nous reliant à nos origines. Donc vous considérez quelque part l'humanité comme un prolongement naturel des mondes inertes et vivants ? Parfaitement. Et l'homme, encore une fois, en est l'élément. Et c'est uniquement par convention que les actes humains ne sont pas considérés comme naturels, alors qu'ils le sont pleinement, vu que nous sommes un produit pur de la nature. Attendez, docteur Bocobza, dans le monde physique, chimique et biologique, on est d'accord qu'il existe des lois qui régissent les éléments. Ce n'est pas vraiment le cas pour l'être humain dans ce cas ? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Habituellement, il y a des lois qui s'appliquent sur des éléments simples comme les atomes, les corps célestes et les molécules et qui permettent de décrire leur comportement. En ce qui concerne l'humanité, chaque être humain est unique et se comporte différemment des autres, contrairement aux particules qui sont toutes identiques. Et de plus, il n'existe aucune loi préexistante pour lui dicter la façon de s'organiser. Dans ces conditions, le nombre de degrés de liberté, de possibilités de chaque individu devient quasi infini et des lois universelles capables d'expliquer le comportement global de l'humanité sont tout simplement impossibles à énoncer. En prenant en compte tout cela, comment peut-on vraiment parler de loi pour l'humanité ? C'est l'homme, c'est à l'être humain d'inventer ces lois, de les tester et de ne retenir que les plus efficaces afin que le plus grand nombre puisse vivre ensemble. Alors, l'organisation sociale n'étant pas donnée d'emblée, c'est une sélection de type darwinien qui a permis à l'homme de sélectionner les configurations sociales les mieux adaptées à sa survie sur tous les continents après de nombreuses tentatives et échecs. Et seules les configurations débouchant sur une meilleure organisation plus efficace ont été retenues, même si parfois de mauvaises options ont été temporairement choisies. Oui, mais justement, dans ce cas, si les lois universelles sont inventées et non imposées, comment expliquer qu'elles aient fini par s'imposer malgré la diversité des organisations sociales ? En effet, il faut distinguer les cultures locales des lois universelles, car du fait du climat, de la géographie et de l'histoire, plusieurs organisations sociales différentes ont vu le jour et se sont maintenues jusqu'à nos jours, occidentales, asiatiques, amérindiennes, etc. Cependant, petit à petit, se dégagent des consensus universels qui s'imposent à tous. Des organismes mondiaux comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMS ont adopté des objectifs communs à toute la planète, comme par exemple résoudre la faim et la pauvreté dans le monde, défendre les libertés, respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et maintenant les problèmes écologiques pour sauver la planète. Et il y a parallèlement une globalisation de l'économie qui, elle aussi, s'impose au monde entier,
quelle que soit la civilisation. Alors, cette orientation est née et s'est développée en Occident avant de diffuser au monde entier où elle s'est superposée aux traditions locales. C'est la civilisation occidentale qui a porté un retour sur origine en développant une science extrêmement efficace qui s'est imposée au monde entier. Alors même si elle est contestée, cette civilisation, toutes les puissances aujourd'hui veulent conquérir l'espace comme elle. On voit donc que cette substance humanité est très diverse suivant les régions, mais elle converge vers des objectifs partagés par tous. Vous dites que l'humanité pourrait être considérée comme une sorte de substance, entre guillemets, un peu comme un liquide ou un gaz. Oui, tout à fait. Il faut se rendre compte que l'humanité présente des particularités assez troublantes. Il y a eu des groupes humains qui sont partis un petit peu partout sur la planète et qui ont mené leur vie chacun séparément, il y a très très longtemps, des centaines de milliers d'années. Eh bien, malgré leur écartement géographique, leur distance géographique, on a vu se produire de manière assez extraordinaire les mêmes organisations et les mêmes découvertes, pas toujours en même temps, mais elles ont eu lieu sur des territoires complètement déconnectés physiquement. On peut parler par exemple de la révolution néolithique, la sédentarisation, qui a eu lieu non seulement en Mésopotamie, c'est l'endroit où elle a eu lieu en premier, mais elle a eu lieu aussi en Afrique, en Amérique, en Asie. L'invention de l'écriture de la même façon s'est développée à peu près au même moment dans les différentes civilisations. Même sur le plan artistique, on a retrouvé des statuettes féminines absolument identiques, mais qui ont été construites à des distances énormes. Les populations, les artistes n'étaient pas connectés entre eux. Même sur le plan philosophique, au moment du miracle grec, se produisait le confusionnisme en Asie, très lointain et complètement déconnecté de la Grèce antique. Donc toutes ces évolutions sont énigmatiques et plaident en faveur de propriétés intrinsèques à l'humanité comme pour une substance. Pourtant, l'être humain peut difficilement être assimilé à une particule puisqu'il a son libre arbitre. Alors comment expliquer une telle convergence des trajectoires ? Alors l'humanité a hérité de caractéristiques des étapes antérieures qui sont noyés dans la complexité du vivant. Le phénomène d'attraction-répulsion, par exemple, qui est le plus élémentaire, où deux particules, l'une positive, l'autre négative, s'attirent et à l'inverse se repoussent si elles sont du même signe. Chez l'être humain, on peut constater un même phénomène d'attraction-répulsion qui se traduit, qui est beaucoup plus riche et complexe et qui n'a pas les mêmes causes, bien évidemment. Mais ça se traduit un peu dans les mêmes termes d'attirance physique, morale, amoureux, l'amitié ou à l'inverse le rejet et la haine. Ensuite, l'humanité diffuse comme un blob. En effet, à n'importe quelle époque, dans toutes les sociétés, il y a eu une tendance à aller voir ce qui se passait au-delà de l'horizon. Et ce n'était pas toujours motivé par des considérations alimentaires ou climatiques. C'était une curiosité innée qui poussait les hommes à sortir de chez eux. Et ça ne s'est jamais démenti. Cela a été vrai depuis l'apparition de l'Homo habilis, il y a plusieurs millions d'années. Et aujourd'hui, l'homme a colonisé la planète tout entière et il envisage la possibilité d'habiter la Lune, Mars, voire d'autres exoplanètes. De même, il existe des analogies entre une frontière d'un pays et la membrane cellulaire, car elles ont exactement le même rôle de préservation, d'intégrité de l'organisme ou de la nation, et elles réglementent les échanges. On peut également évoquer les indispensables médias qui transmettent l'information entre deux particules ou entre deux sociétés, même en ce qui concerne l'énergie. On constate une similitude entre l'oxygène, source d'énergie qui est diffusée jusqu'aux dernières ramifications d'un organisme, et la notion de monnaie, ressource nécessaire à tout individu partout sur la planète. On pourrait encore multiplier les exemples, mais tout cela fait que l'humanité est devenue autant complexe qu'un organisme vivant, avec de très nombreux processus imbriqués les uns dans les autres. Et c'est véritablement une substance particulière qui se dirige vers une reconnaissance de ses origines. C'est fascinant, mais alors selon vous, comment l'humanité a-t-elle rempli cette mission de quête des origines ? Lorsqu'on revoit l'histoire de la pensée humaine, on ne peut que constater que la recherche des origines fut une constante à toutes les époques. Pourquoi ? Parce que le cerveau, comme on l'avait vu, a projeté sur le monde extérieur toutes sortes d'explications avant de trouver la bonne façon de le faire. Alors, au tout début, il n'y a eu que
des mythes. Jean-Loïc Lequelec a bien montré que le mythe de l'émergence primordiale, c'est-à-dire la caverne originelle, est très certainement à l'origine de l'art pariétal rupestre. Dans ce mythe, tous les êtres vivants sont construits, sont formés. Dans cette théorie, tous les êtres vivants sont formés dans les entrailles de la Terre avant d'être accouchés à travers les grottes qui matérialisent ainsi le début de l'humanité. Il y a eu des religions. Il y a environ 3500 ans, il y a eu une coagulation de plusieurs mythes dans des croyances et des textes qui fondèrent les premières religions. Concernant les origines, les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, reprennent la Genèse biblique qui décrit un premier jour où il y a le chaos, l'obscurité, suivi de l'apparition de la lumière. En matière de philosophie aussi, les premiers philosophes, les présocratiques, cherchaient un premier moyen d'expliquer la formation du cosmos et de la vie. Pour Thalès, c'était l'eau, pour Anaximène, l'air, et pour Héraclite, le feu. Et puis enfin, il a compris et développé les sciences avec l'irruption de théories mathématiques depuis Galilée. Et ces sciences se sont imposées de manière définitive, supplantant toute autre forme de savoir dans l'explication du monde extérieur. Cela signifie qu'avec les avancées scientifiques d'aujourd'hui, on touche enfin au but de cette recherche des origines. Non, pas du tout. Et heureusement, je dirais pour la curiosité. Parce que jusqu'au milieu du XXe siècle, on pensait avoir compris 100% de la matière avec la théorie de la relativité générale et de la mécanique quantique. Mais on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on n'en connaissait que 5%, parce que 95% du reste sont constitués de matière et d'énergie noire qu'on suppose et dont on ne connaît rien. Donc on a plutôt compris qu'on ne savait pas grand-chose, mais ça stimule énormément la recherche chez les chercheurs, et nul doute que de nouvelles théories finiront par expliquer ce phénomène. Ensuite, il faut bien comprendre que l'humanité n'est pas la dernière étape, n'est pas le dernier paradigme. On peut supposer qu'elle est en train d'inventer une nouvelle ère avec le transhumanisme, la robotique, l'intelligence artificielle, qui sont susceptibles d'établir un nouveau règne, une surhumanité. Est-ce que parmi tout ça, il y a une petite place pour la métaphysique ou un dieu dans ce paysage ? Alors c'est vrai qu'il ne faut pas écarter le spirituel, mais pour rester sur le plan matériel, il y a toujours la question du pourquoi et du comment. Alors dans tout ce que l'on a développé dans ces podcasts, on peut dire qu'on a expliqué comment la matière s'est développée, comment l'évolution s'est faite pour qu'à partir des particules élémentaires du Big Bang, on arrive à un cerveau humain capable de remonter à ses origines. Mais la question de savoir pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien, comme le disait déjà il y a bien longtemps Leibniz, on n'a toujours pas la réponse. Donc il reste une part mystérieuse qui en aucun cas ne peut justifier un retour aux religions traditionnelles. Finalement, quelles conséquences en tirons-nous au quotidien et comment cette prise de conscience peut-elle influencer notre manière de vivre ? Je vais paraphraser Jacques Ruffier en disant que chacun d'entre nous doit être conscient de l'infime probabilité qu'il avait de déboucher sur la prise de conscience de l'univers et de participer ainsi à la quête de nos origines. Il y avait vraiment si peu de chances pour que nous soyons chacun ce que nous sommes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Dr Bokobza, pour cette série de podcasts et d'explications. Merci beaucoup, Erwan, de m'avoir accompagné. Avec grand plaisir. Je rappelle que votre livre « Quo vadis, où vas-tu humanité » est disponible sur votre site internet renebokobza.fr, site sur lequel les auditeurs peuvent également nous laisser leurs questions, leurs interrogations. Vous aurez peut-être la chance de recevoir les réponses de René Bokobza. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir et pouvoir écouter toute cette réflexion de podcast intitulée « Quo vadis, où vas-tu humanité ».